Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le lourd plaisir de vous présenter la ZB26 de chez Snowwolf, distribuée par E-Bike Europe. Avant toute chose, j'aimerais remercier mon nouveau partenaire E-Bike Europe qui a pu me fournir cette réplique dans le cadre des E-Bike Europe Days. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un code promo en description qui vous permettra d'avoir une réduc sur le site de E-Bike Europe, réduc limité dans le temps. Je remercie également mon partenaire historique, La Petite Musette, qui vous permettra d'acquérir de nombreuses pièces que je peux porter ici. Le lien de la boutique, située à 40 ans en Normandie, se trouve en description. Bah oui, c'est pas parce que j'ai été adopté par les Bretons que je vais pas faire de la pub pour la Normandie. Être breton, c'est aussi être ouvert à toutes les cultures. Et n'oublions pas que les Normands et les Bretons sont frères quand il s'agit de cracher sur les Parisiens. Ce bébé est une réédition du ZB26 déjà proposé par SNT précédemment. Et on a quelques différences internes. Merci d'ailleurs à Kenny McCormick qui a pu me donner son rétexte de la première version. Je vais pouvoir évoquer les quelques différences au cours de la vidéo. La réplique est fabriquée par Snowwolf et vendue en France par E-Bike Europe. E-Bike Europe because you are our new hope. Je parle de ZB26, mais on peut aussi appeler cette réplique MG26T, si vous voulez représenter la version fabriquée par les Tchèques pour la Wehrmacht. Ce qui finalement est plutôt le cas ici. On a eu aussi la ZB30 et MG30T, mais cette version n'a que des modifications mineures en interne essentiellement pour la cadence, et ici, un support pour pouvoir mettre la bretelle. De cette bretelle, on en reparlera. Dans le package, nous avons la réplique, un chargeur de 110 billes, le bipied à installer, un sachet de billes totalement inutile, un bébé loader, 4 joints toriques, et j'ai pu avoir un cache-flamme européen, qui pourra être en option ou déjà installé sur votre version. Mais j'y reviendrai plus tard, c'est tout un sujet. Oui, il y a tellement de thématiques à aborder que j'ai mis les timecodes dans la description, si vous voulez passer directement sur un sujet précis. Et on rajoute une petite notice, hélas, pas très complète. J'ai encore des questions, même après l'avoir lu. Et dessus, on a un éclaté technique qui n'est hélas pas complet. Mais si vous ne démontez pas votre réplique, c'est pas grave. Mais le genre de question que je me pose après avoir lu la notice, c'est quelle est la place de l'homme dans l'univers. Ça, c'est pas écrit. Parlons maintenant du cache-flamme, ou flash hider en anglais, dissimulation de flash. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura jamais le personnage d'ici de Flash dans mes vidéos. Je le dissimule. En fait non, il n'a pas passé la période d'ici. Vous risquez fortement de recevoir la version US, vu que ça vient d'E-Bike aux US, et E-Bike Europe importe donc ses répliques avec le cache-flamme orange. Un hommage à Trump, j'imagine. Et il est en plastique, un hommage à Fida Turner, j'imagine. Du coup, le cache-flamme orange est collé et goupillé. Donc j'ai un peu galéré à le démonter, vu que les goupilles ne sont pas faites pour être enlevées facilement. Mais vous pouvez suivre la méthode que j'ai trouvée, prendre une mèche de perceuse de 2 mm, l'enfoncer dans la goupille vu qu'elle est creuse à coups de marteau, puis mettre la visseuse au bout de la tige et dévisser doucement. Si ça vient pas, faudra peut-être chauffer un peu au décapeur thermique. Mais de toute façon, le décapeur thermique sera indispensable pour pouvoir décoller la base du filetage qui est vraiment bien collé. Bon, du coup, j'ai fait fondre mon propre cache-flamme. C'est quand même pratique, ils sont en plastique, n'empêche. Par contre, le nouveau cache-flamme devait être doté d'une vis Allen que je n'ai pas reçue avec. Après, le reste de frein filet où la colle de l'ancien cache-flamme vient bloquer tout ça. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une vis Allen sous le corps, ici de la réplique, qui ne sert à rien. Donc, je l'ai retirée et je l'ai mise sur le cache-flamme. Suivez-moi pour d'autres conseils de rat. Le canon interne en laiton, par contre, maintenant, se balade un peu dans le canon externe. Avant, il semblait être maintenu par les 2 goupilles de chaque côté du cache-flamme orange. J'ai l'impression que les joints fournis dans le pack servaient à caler ça, mais je ne suis pas sûr à 100%, ou alors je l'ai mal mis, parce que le mien, je l'ai mis dans le cache-flamme, et ça change pas grand-chose. Mais après, pas grave, franchement, même sans, ça le fait. Et un canon flottant est un peu moins gênant à gérer si vous démontez le canon externe. On y reviendra après. Sur ce canon externe, nous avons cet amour de poignée, voire cette poignée d'amour, vu qu'en dessous il y a du bourrelet sur le canon. Je sais de quoi je parle. Elle est fixée au canon avec une vis cruciforme, qui est du coup glissée sur un rail. Avantage, ça tient bien.
Inconvénient, impossible de basculer la poignée complètement sur le côté, comme sur un vrai ZB. On est bloqué d'un côté comme d'un autre à un certain angle, alors qu'on pouvait carrément l'avoir comme ça, pour s'en servir de poignée tactique. Pour corriger ça, il faudrait continuer à creuser le rail qu'on a sur le canon, mais là, faut du matos de pro, et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée au niveau de la solidité de l'ensemble. Parce que du coup, ce serait pratique de s'en servir comme ceci. D'ailleurs, vu le poids de la bestiole, ne la prenez pas par la poignée sur le terrain comme ceci. Pour la soulever rapidement, comme ta mère, comme ici, ce que je fais, ça passe. Mais sinon, ça va pas du tout le faire sur la durée. Parce que la réplique pèse quand même 6,2 kg. Quand le vrai ZB26 faisait 9,6 non chargé. On a quand même une belle différence de poids, mais finalement c'est pas plus mal parce que c'est déjà assez lourd à transporter, ou même à porter dans cette vidéo. La réplique est donc fournie avec un chargeur mid-cap de 110 billes, et vous pouvez en commander d'autres sur le site de e-Vike Europe au prix de 20 € l'unité environ. Pour les transporter, les Allemands n'avaient pas de porte-chargeur comme les Américains avaient le ceinturon barre, même si on est sur le même format. Et la version historiquement acceptable, c'est la caisse porte-chargeur de ce genre. Petit inconvénient, les chargeurs Airsoft ont l'air un poil plus longs que les originaux. Donc en les mettant droit comme ici, ça passe pas. Du coup la boîte là, je ne peux pas la fermer. Pas possible. Après, c'est possible que ce soit la boîte qui a un léger défaut, parce que le couvercle me paraît légèrement bombé. Donc, à vérifier. Par contre, en les mettant légèrement de biais, là c'est bon. On peut fermer la boîte. Après, ça bouge un peu. Ou sinon, vous pouvez prendre les caisses de munitions de MG classique, c'est aussi acceptable, même si on en met un peu moins que dans la caisse spécialisée. Après, dans tous les cas, il vous faut un pourvoyeur qui puisse vous tendre les chargeurs au fur et à mesure, parce que tout seul, c'est compliqué. En tout cas, Snowwolf propose, à travers cette nouvelle version du ZB26, des nouveaux chargeurs avec du coup 110 billes de capacité, alors qu'avant nous étions sur une version high cap qui faisait des maracas. Et le fait que le chargeur soit sur le dessus fait que vous n'aurez jamais de perte de billes en fin de chargeur. Pour l'insérer, il faut d'abord ouvrir le capot supérieur, à refermer au moment où vous transportez la réplique pour éviter qu'il y ait des saloperies ou de la pluie qui tombe dedans. On le pousse jusqu'à ce que l'emplacement du chargeur soit complètement libéré. Puis vous prenez le chargeur dans le bon sens, c'est-à-dire le puits de chargement vers l'avant, vous clipsez par l'avant et vous appuyez derrière jusqu'à entendre un clic. Comme pour le bar finalement, ou même les AK par en dessous, mais dans l'autre sens. Et ensuite vous reglissez la plaque à l'avant pour que le chargeur se verrouille bien en appuyant légèrement sur l'avant, parce que sinon le chargeur vous allez le perdre. Là je n'ai pas verrouillé à l'avant, il se barre. Voilà. Là, le chargeur, il tient bien. Et pour enlever le chargeur, il faut soulever le levier à l'arrière pour faire pivoter le chargeur vers l'avant. Et surtout, si vous transportez votre réplique, refermez la trappe sur le dessus, sous peine de la perdre. Il n'y a pas de goupille de sûreté. Si ça sort de son rail, eh ben vous allez la perdre. On a une petite bille montée sur ressort qui maintient la trappe, mais c'est pas suffisant. Attention à la goupille ici, elle a tendance à partir, celle du bouton. Je viens de la remettre là. N'empêche, c'est la première fois que je présente une réplique avec le chargeur sur le dessus. J'ai déjà présenté plusieurs chargeurs latéraux, plein de chargeurs sur le dessous, mais jamais sur le dessus. Ah, peut-être un jour on aurait un Bren, hein, qui sait. Les marquages, il n'y en a pas. À part marqué Hop pour Hop Up sur le dessous. Sûrement un placement de produit pour Air France. Ah si, on a le petit 20 ici au niveau du sélecteur pour dire qu'on peut tirer les 20 cartouches qui contiennent le chargeur original. On n'a pas de coup par coup, c'est du full tout le temps. Le sélecteur est juste là pour dire ok on tire ou on tire pas. Parce que le sélecteur fait sûreté. À l'arrière, on tire pas. À la position du milieu ou à l'avant, on peut tirer. Mais comme le chargeur il est sur le dessus, comment qu'on fait pour viser? Eh ben c'est différent des répliques traditionnelles vu que le champ de vision est bouché. Les organes sont donc déportés sur le côté gauche. On a un cran de mire qui est réglable ici en hauteur grâce à une grosse roue latérale qui va faire monter le tir. D'ailleurs, sur la clé technique, il est indiqué qu'il y a un ressort, mais je ne l'ai pas trouvé en démontant. À voir pour éventuellement en bricoler un. Il n'y a pas besoin qu'il soit très costaud, mais il est nécessaire pour éviter que la roue se dérègle trop facilement. Et on a une petite vis ici sur le côté gauche du cran de mire pour pouvoir régler en dérive.
À l'avant, on a un protège-guidon réalisé sur une pièce à part. J'ai failli le perdre plusieurs fois, je vous conseille donc de le coller définitivement. Ce que j'ai fait. Le levier d'armement est complètement simulé. Monté sur ressort, certes, mais il va pas loin. Il branle un petit peu, ça c'est pas trop grave. Il est maintenu avec une vis cruciforme dedans. Bon, elle se voit pas trop. Parlons de la crosse. Elle est en partie creuse et réalisée en vrai bois d'arbre. Et la batterie se stocke à l'intérieur. Pour accéder au compartiment, par contre, c'est, je trouve, beaucoup trop facile. Comme ta sœur. On tire sur le levier ici. D'ailleurs, on peut voir que ça se balade dans tous les sens, hein. Ça branle, comme ta sœur. On appuie sur le levier, sur le dessus, et la plaque complète viendra. Donc en partie, ne touchez pas à ce levier, sinon vous allez perdre votre plaque de couche. Pour éviter que ça branle dans tous les sens, je serais bien tenté de mettre du Chatterton pour être sûr de pas la perdre, mais ce serait très moche, comme ta sœur. Après, la place n'est pas dingue pour y stocker la batterie, le fusible et toute la connectique. Ceci dit, je ne peux que vous recommander de prendre de la 7.4 en lipo pour avoir la même cadence que le vrai. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher, comme sur toutes mes répliques AEG que je reçois, j'ai recablé la réplique pour pouvoir mettre un MOSFET Warfare Gate, et ça passe. Mais la batterie ne doit pas être trop grosse, comme ta sœur. D'origine, on a un bois qui a un vernis brun rougeâtre, qui n'est pas trop mal, pas trop choquant. Mais j'ai préféré poncer le bois pour le reteinter avec de la teinture classique couleur noyer. Et j'ai protégé le tout, donc la crosse, la poignée et la poignée à l'avant, avec de la patine à l'ancienne, une seule couche pour pouvoir garder un aspect mat. Sur le côté, nous avons un attache-sangle qui paraît tout à fait moderne, mais mine de rien d'époque, où on peut donc attacher la bretelle sur un des côtés. Dommage par contre pour les fixations, c'est des vis cruciformes, des vis plates aurait été mieux, parce qu'en vrai ce sont des axes qui sont pris à l'intérieur de la crosse, sauf que là évidemment elle est creuse, pas moyen de pouvoir faire ça. La bretelle n'est naturellement pas fournie avec, j'ai acheté la mienne sur eBay. Et à l'avant elle s'accroche sur le passant présent à côté de l'emplacement du bipied, avec un trou de chaque côté. Donc vous pouvez choisir de mettre la bretelle d'un côté ou d'un autre. Et les plaques latérales de la crosse sont interchangeables, donc si vous êtes gaucher par exemple et que vous voulez la bretelle à droite, ou l'inverse, vous pouvez changer ces plaques. Par contre, c'est bien une ZB26 et pas une ZB30, parce que les ZB30, ils ont un passant sous le tube d'emprunt des gaz pour pouvoir y accrocher la bretelle. Après, ceci dit, j'ai des doutes sur la longévité de la réplique au niveau de la base du canon, ici, si vous portez votre réplique à la bretelle. On reste sur une conception en alu avec quelques pièces en acier et en zamac, et la réplique fait 6 kg. Donc si vous prenez 2 points éloignés de la réplique pour la transporter, ça va se transformer en lit picot, replié. Le bipied est fourni avec la réplique naturellement. Ses pattes sont montées sur ressort et il est réalisé en acier. On a un petit loquet de verrouillage si vous voulez bloquer les deux pieds ensemble. Vous pouvez replier le bipied sous la réplique, mais il n'est pas verrouillable sur le dessous, comme sur les MG34 et 42. C'est vraiment pour pouvoir vous en servir de poignée quand vous tirez à la hanche par exemple. Vu le poids de la réplique, le bipied est vraiment indispensable. C'est vraiment pas une réplique pour monter à l'assaut à la Rambo. Ou alors en Bosch, si vous voulez jouer en allemand comme moi. Et oui, les Allemands ont récupéré les ZB26 des Tchèques après l'annexion des Sudètes. En 1839, ils ont fait fabriquer leur propre MG26T parce que finalement c'est venu jouer le rôle de fusil mitrailleur que les Allemands n'avaient pas à l'époque vu qu'ils n'avaient que des MG34. C'est un petit peu plus léger à utiliser. C'est l'équivalent du FM 24-29 chez les Français. En vrai, c'est quand même marrant de présenter du matériel tchèque, c'est aussi marrant qu'il soit reproduit en airsoft. Du coup, pour pouvoir présenter cette réplique, je me suis fait une checklist. Mais pour l'avoir, il faut aussi sortir le carnet tchèque. Putain, je suis drôle. Il a fallu que je démonte intégralement la réplique et que je la décape complètement pour identifier les matériaux. Nous avons donc une majorité de pièces en aluminium. Le canon externe est en acier, d'où son poids assez important, et on a des plus petites pièces qui sont en zamac. On verra sur le long terme si ça tient le choc, mais ça paraît déjà un peu mieux que sur l'ancienne version du ZB26, où les propriétaires ont été déçus de la qualité des matériaux. À l'époque, du coup. L'intégralité des parties métalliques est peinte en noir mat bien cheap à la réception. J'ai donc décidé de virer totalement cette peinture et de la mettre à poil. Ah, je sais bien que t'es un pervers. Non seulement tu veux déshabiller les gens, mais en plus tu veux les décaper. Pour la décaper, un bon décapant type V33 métal et ça fait l'affaire pour une grande partie des pièces. Attention à votre plomberie par contre, il y a beaucoup de peinture à enlever. J'ai bouché 2 fois l'évier dans lequel je opérais. Certaines pièces ne prennent pas le décapant, donc j'ai dû y aller à la brosse en laiton. Parmi ces pièces résistantes, on a le cache-flamme, le canon externe principalement, mais aussi
le bipied. Et traitez-le assez rapidement. Connard, enflure, enculé de première, à te faire foutre. Et rebronzez-le assez rapidement pour éviter la rouille. En une nuit, j'ai retrouvé mon bipied avec de la fleur de rouille un peu partout. Et ensuite, j'ai passé l'ensemble à l'aluminium black. J'ai mis 2 heures pour pouvoir tout faire, c'est vraiment très long. Surtout le canon externe avec ses 73 stries. Oui, j'ai eu le temps de les compter. Je n'ai volontairement pas rebronzé le tube d'empreinte des gaz sur le dessous. Il était couleur alu sur le vrai, un peu comme le Garand. Bon, au niveau de mon bronzage, le résultat n'est pas 100% parfait. Du bronzage à chaud, évidemment, aurait été plus adapté, mais ça rend plutôt pas mal pour un flingue qui a été utilisé au combat. Sur le côté gauche, nous avons un levier de démontage qui sert réellement à verrouiller le canon externe. Remontez-le complètement, et vous pourrez ainsi déclipser le canon externe. C'est marrant comme fonctionnalité, mais en vrai ça sert pas à grand chose puisqu'il y a toujours le canon interne qui est là. Parce que le canon interne, il est pas démontable comme ça. Il faut se tourner vers la version de chez Viva Arms si vous voulez démonter complètement le canon interne et externe, comme sur la MG42 de chez GLG finalement. Et pour remettre en place, il faut réaligner à ce niveau-là, mais également aussi remettre dans le tube d'emprunt des gaz. Par contre, il tient grâce à un ressort qui n'est pas assez costaud à mon sens. Il a tendance à se barrer souvent si vous manipulez la réplique. La réplique est dotée d'un hop-up réglable accessible par le dessous. Il y a un trou pour pouvoir y accéder. Par contre, la roue est assez dure, ça va pas se dérégler tout seul. Sinon, notre moyen peut-être plus simple pour régler le hop-up, c'est de passer par le dessus. Et il semblerait quand même que le canon externe bloque un peu le réglage du hop-up. Du coup, c'est plus facile de régler le hop-up quand le canon externe est enlevé. Mais bon, après, une fois que vous avez réglé votre grammage de billes, plus besoin de les toucher logiquement. Et il est possible évidemment de démonter cette réplique et changer le ressort, puisque on verra en sortie de boîte, elle tabasse un peu trop. Il y a 2 vis qui font aussi goupille sur l'arrière, une ici et une là. Vous pourrez ainsi dégager la partie cross plus gearbox et désolidariser toute la partie avant. Attention, le canon interne est monté sur ressort, donc il va venir avec la gearbox vu que vous l'enlèverez. Il semblerait peut-être qu'il y avait des vis pour pouvoir maintenir le canon interne sur un support intégré à la carcasse. Mais soit je me suis planté dans le remontage, soit les vis n'ont pas été mises dans cette version. Et perso, je préfère ne pas les mettre. Comme ça, on a le canon interne qui est bien maintenu contre la gearbox, et les ergots sur lesquels on a les pas de vis normalement, servent de cale pour éviter que le bloc hop-up se barre dans tous les sens au moment de verrouiller le chargeur. Mais l'absence de vis rend le démontage délicat. Il faut tenir le bloc hop-up par le dessus, pour pouvoir dégager le nozzle proprement par le bas, puisqu'il y a une action de pivot pour pouvoir virer cette partie-là. Sinon, vous allez le casser, ce que j'ai naturellement fait. Chef Pampan, si tu regardes cette vidéo, passe de 15 secondes, sinon tu vas plus m'aimer. J'aurais pu tout démonter pour pouvoir changer le nozzle fendu, mais j'ai eu la flemme. J'ai donc réglé le problème à coup de super glue. C'est bon, Chef Pampan, tu peux revenir. Vous avez donc le bloc canon à l'avant et le bloc cross plus gearbox à l'arrière. Mais du coup, changement par rapport à la version précédente, il y a un système de changement de ressort rapide. Et ça, c'est cool. Mais pour pouvoir accéder à la tige guide, qui du coup s'enlève facilement, il faut d'abord enlever 2 vis à laine qui servent à rien, je les ai même pas remontées, ainsi que 2 goupilles pour pouvoir dégager la fixation de la crosse. Mais juste pour la faire pivoter un peu, pas besoin de tout démonter. Et pour démonter le reste, il n'y a pas trop de pièges. Évidemment, attention à ne pas se planter sur le sens du hop-up, le puits d'alimentation doit être tourné vers le haut. Ah si, j'ai dû acheter un embout hexagonal de 6 mm pour pouvoir mettre au bout de ma rallonge de visseuse pour pouvoir démonter la crosse. Et la vis est vraiment bien fixée. Ma petite visseuse cheap, elle était pas capable de gérer ça. Tout ceci pour arriver au dernier point, le prix. Vous pourrez acquérir cette réplique pour 537,90 € au moment où je tourne cette vidéo. Le cache-flamme métal noir est dispo à 24,90 € au détail, mais j'ai glissé l'idée à Evike Europe d'intégrer les cache-flammes métal directement aux versions prévues pour l'Europe. On verra ce qui se sera écouté. Et tout ceci ne comporte aucun frais de douane, même les exemplaires qui viennent des US. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est Evike Europe qui gère tout. Pas trop le bras, sinon y a Musk qui va m'embaucher. Et spécialement en ce moment pour les Evike Europe Days, qui vont du 16 au 30 avril 2025, vous pouvez avoir 16% de réduction sur la ZB et 20% sur le cache-flamme. Donc désolé si vous voyez cette vidéo après. On va pouvoir passer au test de tir. D'abord un test chronie à la 0,20 g avec le ressort d'origine.
Bon, ça envoie un peu trop fort. Comme je vous l'ai précisé, le downgrade est nécessaire. Personnellement, j'ai mis un SP115 pour pouvoir frôler les 350 FPS. On a quand même une variation de plus ou moins 15 FPS, ça nécessiterait une révision complète si on veut bien faire les choses. Mais pour le prix, je trouve honnêtement qu'on en a pour notre argent. Allez, on passe maintenant au test de tir sur une cible à 45 mètres avec une puissance de 350 FPS, débit de 0,25 g et une batterie de 7,4 volts. Bah oui, aucun intérêt à faire un test de tir à 420 FPS vu qu'aucune association n'accepte cette puissance. À part les associations qui aiment le cuir, les moustaches et la douleur physique. Mais c'est pas mon cas, j'ai déjà assez de problèmes à régler comme ça. On peut voir que ça part plutôt bien, et on a une portée d'environ 50 mètres, vu que les billes redescendent un peu avant la cible. Le système de visée n'est pas pratique, mais il est réaliste. Oubliez donc le tir couché si vous avez un casque, c'est vraiment galère. Pas pratique. Le tir debout ou à la hanche, c'est possible et c'est même rigolo. Bon, pas très longtemps par contre, hein, c'est fait pour poser sur un muret et attendre les méchants français en face. En conclusion, je dirais que c'est une bonne réplique, encombrante, mais qui fera son travail sans souci en partie, ça fera bien baisser les têtes. Et comme il n'y a que 110 billes, ça laisse une chance au mec d'en face pour vous en coller une pendant que vous rechargez. Suivez-moi pour d'autres conseils de connards. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ainsi qu'un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes futurs projets. Je remercie encore mon partenaire e-Vike Europe pour son soutien. Vous pourrez retrouver plein de liens en description avec le code promo associé à l'opération commerciale en cours. Donc pressez-vous. Je remercie également mon partenaire La Petite Musette, chez qui vous pourrez retrouver quelques éléments de cet uniforme que je porte. Et quant à moi, je vous rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! T'aimes l'histoire, si t'aimes le jeu, viens découvrir Neo 035, c'est du sérieux. Spécialiste d'airsoft, maître de la seconde guerre. Avec humour et passion, il te prend sous son aile. Il présente les soldats, les répliques, les blindés. De l'américain en français, tout est bien monté. Soviétique, anglais, ou même l'allemand. Sur sa chaîne, tout est fait avec soin et talent. Viens sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des répliques, des blindés, des uniformes soignés. Il te plonge dans l'époque, tu seras captivé. C'est la référence, Airsoft, seconde guerre. Le passé reprend vie, c'est lui qui l'éclaire. Alors abonne-toi, rejoins l'aventure. Avec Neo, c'est la meilleure des cultures. Chaque vidéo est un voyage dans le temps. Les détails sont précis, tout est frappant. Neo te montre les armes, les tactiques oubliées. Des batailles célèbres, comment s'explorer. Il recrée des scènes avec sérieux et humour, mais toujours avec respect pour le grand retour. De la France à la Russie, des USA à l'Allemagne. Il te guide avec soin à travers cette campagne. Viens sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des répliques, des blindés, des uniformes soignés. Il te plonge dans l'époque, tu seras captivé. C'est la référence, l'Airsoft, seconde guerre. Le passé reprend vie, c'est lui qui l'éclaire. Abonne-toi, rejoins l'aventure. Avec Neo, c'est la meilleure des cultures. Il ne se contente pas de parler, il te montre tout. Les chars, les tanks, les